Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière de cette série sur les médicaments de l'hémostase. Dans les épisodes précédents, nous avons vu ce qu'était l'hémostase ainsi que les traitements par héparine. Aujourd'hui, nous allons conclure cette série en abordant les traitements par antivitamine K et les autres anticoagulants oraux et nous terminerons par les antiagrégants plaquettaires. Commençons par les antivitamines K. Première partie, les antivitamines K. Les antivitamines K, appelés aussi AVK, sont des anticoagulants oraux, ce qui permet de les utiliser sur le long terme, comme par exemple dans la prévention des thromboses veineuses. Ces médicaments possèdent une marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire que la différence entre la dose efficace et toxique du médicament est faible. Par conséquent, lorsqu'ils sont employés, une surveillance régulière de leur efficacité doit être effectuée. De plus, beaucoup de facteurs comme l'environnement ou les pathologies peuvent modifier leur action. Mais comment les antivitamines K agissent sur l'organisme ? Tout d'abord, rappelez-vous, nous avons vu dans le premier épisode que la vitamine K permet la synthèse de plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans la cascade d'activation protéique de la coagulation. Ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Ainsi, les antivitamines K vont venir bloquer l'action de la vitamine K en bloquant la synthèse de certains facteurs de coagulation. Par conséquent, les facteurs n'étant pas synthétisés, la cascade de coagulation ne va pas se déclencher, et le caillot de fibrine ne se formera pas. Ainsi, il n'y aura donc pas de phénomène de coagulation. Les antivitamines K, comme tous les médicaments, ont aussi des contre-indications. Ainsi, dans certaines situations, il ne faut pas administrer d'antivitamine K. Par exemple, lors de syndrome hémorragique ou de lésions pouvant saigner. En effet, l'antivitamine K va fluidifier le sang et donc risquer d'aggraver l'hémorragie. De plus, les antivitamines K sont prohibés durant la grossesse car ils sont tératogènes, mais aussi durant l'allaitement car les antivitamines K passent dans le lait maternel. En plus d'être à marge thérapeutique étroite, de nombreux facteurs peuvent interagir avec les antivitamines K et déséquilibrer le traitement. Ainsi, les aliments riches en vitamine K comme le chou, le brocoli ou encore les céréales sont à éviter car ils diminuent l'effet des antivitamines K. L'alcool peut également influencer l'efficacité ainsi que certains antibiotiques. Avec tous ces facteurs pouvant modifier le traitement, il faut donc surveiller régulièrement l'INR qui va être le reflet du degré d'anticoagulation du patient. Cet INR permet de définir différents niveaux d'anticoagulation en fonction de son résultat. Si celui-ci est de 1, aucun traitement n'est mis en place. Si celui-ci est compris entre 2 et 3, il y a une anticoagulation modérée, et s'il est entre 2,5 et 3,5, l'anticoagulation est importante. Il faut également savoir que lorsqu'un traitement par antivitamine K est mis en place, une évaluation du risque hémorragique est effectuée et les résultats de l'INR vont permettre de trouver la bonne posologie. En ce qui concerne la surveillance du bilan sanguin, il faut savoir que le premier INR doit être fait 2 ou 3 jours après la première prise et répété toutes les 24 heures jusqu'à la stabilisation. Après la stabilisation, il y aura un contrôle par semaine pendant le premier mois, puis il passera ensuite à un contrôle mensuel. Toutefois, en cas d'introduction ou de suspension du traitement, une nouvelle surveillance devra être effectuée. Parlons maintenant du relais héparine antivitamine K. En effet, après un traitement par héparine, il faut réaliser un relais avec les antivitamines K le plus tôt possible, avec une vérification quotidienne de l'INR. Les traitements seront associés quelques jours avant d'effectuer un relais par antivitamine K uniquement. Nous en avons bientôt fini avec les antivitamines K, mais il nous reste un point important à aborder, les complications et le surdosage. En ce qui concerne les complications, vous vous doutez que la principale est une hémorragie suite à l'effet anticoagulant des antivitamines K, qui peut avoir deux origines possibles. Une lésion entraînant un saignement ou un surdosage. Dans le cas d'un surdosage, l'attitude à avoir
va dépendre du tableau clinique du patient et de l'INR. Toutefois, retenez que si l'hémorragie est majeure, il faut compenser avec du plasma, voire transfuser. Voilà, nous en avons terminé avec les antivitamines K. Nous allons maintenant aborder très rapidement quels sont les autres anticoagulants oraux. Deuxièmement, les autres anticoagulants oraux. En plus des antivitamines K, il existe par exemple le rivaroxaban, l'apixaban et le dabigatran comme anticoagulants oraux, souvent connus sous les noms commerciaux de Xarelto, Eliquis et Pradaxa. Ces autres traitements anticoagulants sont utilisés pour prévenir l'accident vasculaire cérébral chez certains patients. Ils peuvent aussi être prescrits pour traiter les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires. Retenez aussi que ces traitements sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère ou d'insuffisance hépatique. Comme pour les antivitamines K, le surdosage peut également être dangereux car il provoque un risque hémorragique plus important. Nous avons terminé sur les anticoagulants. Passons désormais à un autre type de médicament de l'hémostase, les antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires sont des médicaments de la maladie athéromateuse qui concernent les artères. Contrairement aux anticoagulants qui agissent sur la cascade protéique de la coagulation, les antiagrégants plaquettaires vont agir sur l'artérosclérose, qui est la formation de dépôts graisseux dans la paroi des artères. Les principales molécules des antiagrégants plaquettaires sont l'aspirine et le clopidogrel, les noms commerciaux étant le Cardégique ou le Plavix. En ce qui concerne l'aspirine, celle-ci a une action rapide et prolongée, avec une faible dose qui va de 75 à 325 mg par jour. Elle est souvent indiquée pour réduire la mortalité et la morbidité lors d'angor ou après un épisode d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. L'aspirine permet aussi de prévenir les thromboses après la pose d'un stent. Le clopidogrel, quant à lui, réduit les événements liés à l'artérosclérose, comme le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde ou d'angor instable lorsqu'il est lié à l'aspirine. La posologie est généralement de 75 mg par jour. Enfin, avant de conclure cette série, faisons un point rapide sur la gestion périopératoire des antiagrégants plaquettaires. Effectivement, lorsqu'une chirurgie est programmée, il est recommandé de continuer le traitement par antiagrégants plaquettaires. Le traitement sera stoppé seulement s'il y a un risque élevé d'hémorragie, comme pour une neurochirurgie par exemple. Sachez toutefois que des protocoles existent pour interrompre le traitement et que l'arrêt des antiagrégants plaquettaires doit être le plus court possible. Voilà, cette série sur les médicaments de l'hémostase est terminée. Nous espérons que cela aura pu vous aider au mieux pour comprendre cette classe de médicaments et comme d'habitude, avant de se quitter, voici un petit quiz sur les notions que nous venons d'aborder.